Et je me trouve entouré par de très éminents juristes, ce qui me rend un peu humble. Je suis directeur général à la DG Emploi, Affaires sociales et inclusion à la Commission européenne et dans cette fonction, donc responsable en fait pour le développement du droit social au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Dans ma direction, on suit en totalité 6 règlements et 74 directives, ainsi que de nombreuses recommandations du Conseil. Comme la discussion a déjà bien démontré, il y a beaucoup de questions sur la mise en œuvre de cet acquis. Je ne suis pas responsable pour d'autres règlements et pour d'autres pièces de législation importantes comme l'égalité et la non-discrimination, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou la transparence des rémunérations, c'est traité par une autre DG, mais en fait tombe aussi clairement dans le domaine du droit social européen. Ce droit social, en fait, a évolué beaucoup. Et je crois que ça a été confirmé par les autres intervenants ce soir. Je crois qu'on est passé en 2 vagues. Il y a eu une première vague, si on ne compte pas la libre circulation des travailleurs, qui était déjà dans les années 60. Et même le premier règlement, presque le premier règlement de la communauté économique européenne porte sur la sécurité sociale. Comme vous le savez tous, sans doute, le règlement 3 et 4 de 1958, même pas un an après l'entrée en vigueur du traité, porte sur la coordination de la sécurité sociale liée à la libre circulation des travailleurs. Déjà à l'époque, ils savaient bien que sans couverture ou sans garantie pour la sécurité sociale, les travailleurs ne bougent pas d'un État vers l'autre. Ce règlement existe toujours et on est en train de la réviser. Mais sinon, donc, en 2 vagues, je crois. Après, il y a eu une première vague après l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, qui a donné à l'Union européenne une base juridique assez claire. Maintenant, c'est l'article 153. On peut en parler un peu plus peut-être dans le deuxième tour. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de directives, surtout dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Et puis, pendant 15 ans, presque 20 ans, il y a eu très peu. Et c'est un peu, je crois, la correspondant très bien à l'époque de la libéralisation de nos sociétés, où on parlait plutôt de red tape et de la bureaucratie inutile que de l'Europe sociale. Tout cela a changé, sans doute à cause de l'austérité, quand on a vu les conséquences de l'austérité et les crises de l'euro, la grande crise financière, et c'est Jean-Claude Juncker, président de la Commission, qui a en fait changé, au moins dans notre vie à Bruxelles, beaucoup. Lorsqu'il a lancé le socle européen des droits sociaux, cela a vraiment changé beaucoup et on est maintenant en train de mettre en œuvre un agenda très ambitieux, avec un plan d'action auquel aussi la présidente actuelle de la Commission, Madame von der Leyen, s'est vraiment engagée. Et donc, beaucoup de choses ont changé. Parmi les nouveaux fruits, si j'ose dire, je dois certainement parler de la directive sur le salaire minimum adéquat, qui va être transposée en droit national le 15 novembre 2024, qui est déjà dans la Cour, parce que je crois que certainement le Danemark, je crois aussi la Suède, 2 États membres, ont déposé un recours en annulation contre cette directive, pour laquelle ils n'ont pas pu voter au Conseil. Mais il y avait une majorité qualifiée claire et comme il s'est avéré avec d'autres législations assez controverses, ils sont maintenant devant la Cour. Une autre directive très importante auquel Mme Préchal a déjà fait référence, c'est donc la proposition pour la directive pour les personnes travaillant par l'intermédiaire des plateformes. Donc là il s'agit de Uber et Deliveroo et plein d'autres nouvelles compagnies. Et là, on s'est rendu compte effectivement que dans la lutte contre les faux indépendants, donc en fait l'objectif de cette directive est clairement de combler un vide qu'on trouve dans pas mal de législations nationales,
où des compagnies trouvent des contournements du statut du salarié. Et donc, pourquoi? Parce qu'un salarié coûte beaucoup plus qu'un indépendant. Et donc, là, il y a aussi de sérieuses questions. Le renversement de la charte de la preuve, effectivement, c'est un élément très important de cette directive, comme aussi le droit pour les associations ou les syndicats de défendre les intérêts de leurs membres directement devant les justices nationales et européennes. Les trilogues sur cette directive sont en cours. Comme tout, je peux peut-être dire une petite anecdote, parce que en ayant travaillé dans ce poste pendant presque 6 ans, je suis arrivé à la conclusion que, en fait, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est contre l'Europe sociale. Ça n'existe pas. Mais si la Commission fait une proposition pour mettre en œuvre le droit social, pour avancer le droit social, elle a très peu d'amis. Très, très, très peu d'amis. Par exemple, on sait très bien que même la France n'est pas un allié fort de la Commission pour défendre cette directive sur les plateformes. Et donc, il y a beaucoup d'hypocrisie, pas uniquement avec la France, avec tous les États membres. Et donc, la réalité politique sur le terrain est très, très, très difficile. Finalement, après, malgré les très bons discours qui me donnent les larmes aux yeux, ce qui explique aussi pourquoi nous sommes, et ça c'est mon dernier mot ici, quand même un peu parler aussi des instruments dont dispose la Commission pour s'assurer que le droit soit appliqué. D'abord, il y a les procédures d'infraction, comme vous le savez très bien, où, selon nos derniers calculs, plus ou moins 10% de la totalité des infractions que la Commission a commencé en 2022 portent sur le droit social. 10%. La plupart de ces cas, en fait, il s'agit plutôt d'une infraction automatique parce qu'un État membre n'a pas transposé. Le délai pour la transposition de la directive est passé, on n'a pas été informé du droit national, de la législation nationale, et tac, la Commission tout de suite commence une procédure d'infraction. Aussi contre la France, par exemple, les 2 de l'année passée portaient sur l'acte législatif européen sur l'accessibilité, ainsi que sur la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles. Ça, c'est 2 directives très importantes. Il y a aussi, outre les infractions, la Commission est nous sommes confrontés avec beaucoup de plaintes. Donc les citoyens européens savent quand même où aller avec des plaintes, aussi de la France, notamment dans des gendarmes, mais aussi les gardiens de prison, les magistrats. Je crois qu'on a reçu 62 plaintes des magistrats français pour le non-respect de la directive sur le temps de travail. Et nous sommes obligés, selon nos règles internes et la bonne administration, de donner suite à ces plaintes. Et donc, on entre en communication avec les plaignants. Et si nous sommes convaincus qu'il y a effectivement un vrai problème, on entame un dialogue avec les autorités nationales qui, très souvent, heureusement, nous donnent un résultat correct et donc la plainte peut être fermée. Sinon, à un moment donné, on est quand même aussi obligé d'aller devant la Cour. L'autorité européenne du travail. Je voulais aussi, j'étais un peu, suite à ce que Mme Préchal a dit, qu'on a effectivement un problème parce que, fondamentalement, dans le droit social, il s'agit de la protection des gens qui ne sont pas les plus puissants. Et donc, l'autorité européenne du travail, ELA, dans son acronyme anglais, à Bratislava, a été créée à une initiative de Jean-Claude Juncker, justement pour cette raison. Elle ne dispose pas des vraies compétences d'exécution, mais elle est quand même elle est envisagée comme une agence opérationnelle qui aide les États membres et qui est composée des inspecteurs de travail de tous les États membres qui sont dans un même bâtiment pour aussi créer une culture de confiance qui est très souvent absente dans mon domaine. Il y a beaucoup de méfiance, j'ose dire. Si on parle par exemple du travailleur détaché,
il y a des très grandes différences d'opinion entre les autorités nationales. Donc mettre-les ensemble dans un bâtiment avec un bon salaire, sans doute, ça va aider. Voilà, merci beaucoup.